Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons analyser Polkadot, une crypto-monnaie. Alors on va voir qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut suivre cette crypto, et bien sûr on ira voir qu'est-ce que ça dit graphiquement parlant. Alors c'est parti, le protocole de Polkadot, c'est ce qu'on appelle les relais de chaîne. D'accord? Alors on va voir ce que c'est, ne vous en faites pas, mais c'est en fait finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition d'architecture qui permet l'échange, le transfert ou le travail de plusieurs smart contracts, donc de plusieurs blockchains. D'accord? Ça permet aussi de faire travailler des applications extérieures qui ne sont pas forcément blockchain à la blockchain, tout protocole confondu. Alors c'est parti, je vais vous montrer un petit peu, voici le graphique qu'on trouve sur internet. En gros, de façon traditionnelle, les mineurs, d'accord, donc ceux qui valident, les valideurs de la blockchain, travaillent de façon séparée. Par exemple, les valideurs de Litecoin sont différents des valideurs de Zcash, sont différents des valideurs de Bitcoin, etc. Ce que propose Polkadot aujourd'hui, c'est un système de sécurité qui permet de faire travailler tous les mineurs sur tous les smart contracts. Alors on va voir comment, ne vous inquiétez pas. En fait, finalement, Polkadot répond à trois problèmes. L'interopérabilité, d'accord, c'est-à-dire l'échange de transactions des différentes applications et de smart contracts, on vient de le voir. Ça permet aussi à plusieurs parachains de fonctionner en parallèle, on va voir, ça permet finalement de créer cet édifice-là, et ensuite d'allouer la puissance à différents smart contracts. Par exemple ici, les deux sont gérés à 100% par tous les mineurs, les valideurs, et imaginons qu'il y en ait un qui a besoin de plus de puissance que l'autre, on va allouer des mineurs à l'un puis à l'autre. Et bien sûr, en plus de ça, c'est que ça permet de sécuriser tout le monde à travers bien sûr les smart contracts. Donc déjà que certaines crypto-monnaies sont réputées pour être inviolables, alors là imaginez si en plus de ça, sur là-dessus vous rajoutez une surcouche de sécurité. Alors c'est parti, maintenant on va voir les différents éléments constitutifs du smart contract Polkadot. Alors c'est parti, il y a les relais chain, les parachain, les parathreads, on va voir un petit peu tout ça. En gros, on va voir tous les éléments qui constituent cette photo. Donc les relais chain, c'est ici, d'accord, ce sont les petits bâtonnets, ce sont vraiment la blockchain mère, d'accord. En gros, l'ensemble des valideurs, des mineurs, plus précisément, est ici. D'accord? Il y a des conditions pour faire partie de ces mineurs, mais déjà, ici, on parle en DOT, donc ce sont les tokens de Polkadot. D'accord? Donc DOT USD, par exemple, si vous voulez les trader. Alors, ensuite, il y a les parachains. Les parachains sont les nœuds de l'architecture. D'accord? C'est ici. Ils sont entre les relais chains et entre les utilisateurs. Alors eux, c'est justement ça qui fait réellement l'ensemble, qui accorde l'ensemble de toute la technologie. En fait, là, on n'est plus sur du DOT, on est par exemple sur de l'Ethereum, on peut être sur une application traditionnelle, d'accord? L'utilisateur squatte une parachain pour profiter de la sécurité des transactions non validé par les valideurs pour pouvoir profiter, et on passe par un parachain, d'accord? Ça fait la liaison finalement. C'est vraiment eux qui permettent de relier, et ils permettent aussi de relier toute la structure entre eux. Donc ça fonctionne sous format d'enchère, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un nouveau parachain qui arrive en circulation, sous forme d'enchère, il est attribué à un utilisateur ou à des utilisateurs, parce que ceux-ci utilisent par exemple la blockchain Ethereum, que ça répond au contrat, et que du coup, ils peuvent utiliser le même parachain. Alors, ça permet aussi de rester sous forme sécurisée, sous forme de relais, et totalement vérifiable par les valideurs. Ça, c'est très important, très important. Et puis après, ça permet aussi d'allouer la puissance. Par exemple, si ces deux-ci sont sous l'Ethereum, que vous l'avez compris, que les valideurs en DOT a besoin d'aller aider à droite, on va pouvoir l'aider avec un ensemble, et on va voir jusqu'où ça peut nous amener. Justement, maintenant, on va parler de l'ensemble des autres utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le parathread. D'accord? C'est exactement comme les parachains, mais cette fois-ci, il n'y a pas de location
d'un parachain, parce que le parachain est alloué, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, il est alloué à des utilisateurs et plus ou moins à des valideurs, même si ceux-ci peuvent profiter justement des parasthreads pour aller aider les autres ensembles de données, d'accord? En cas de, par exemple, ici on a un contrat qui dit bah moi j'ai besoin de puissance que entre 8h et 17h GMT, ah bah ça tombe bien parce que moi j'en ai besoin qu'entre 17h et 22h, donc du coup en fait la puissance est réallouée. Ce qui est bien, c'est que du coup il n'y a plus de problème en fait finalement de puissance allouée ou non allouée, tout est géré. Alors, moi, je les ai un petit peu, parce que là, pour être parasthread, il n'y a pas besoin de contrat ou de sous-contrat, ce sont aussi des mineurs. Là, c'est pas forcément en dot, cette fois-ci. Et puis, bien sûr, moi, je les adapte, enfin, je les apparente à des mercenaires, à des freelance. Finalement, ils peuvent se retirer à tout moment et revenir à tout moment, il n'y a aucun souci pour eux. Alors, maintenant, on va parler des ponts. Les ponts, c'est quoi? C'est pour justement connecter entre elles plusieurs blockchains. C'est-à-dire que les utilisateurs ici peuvent servir de pont. Il y en a un qui peut servir de pont, d'accord, au lieu d'être un utilisateur, par exemple pour la blockchain Ethereum. On pourrait imaginer une blockchain à côté avec le Bitcoin. On pourrait imaginer une blockchain à côté avec en fait l'ensemble des Bitcoins et des smart contracts. Et c'est ça la force de Polkadot. C'est vraiment la force, c'est de faire un réseau interconnecté de tous les smart contracts. C'est sa force. Alors justement, on va voir comment fonctionne et quel est son protocole. Son protocole, c'est plus du proof of stake ou du proof of work, c'est carrément du NPOS. C'est un nouveau type de protocole et ils ont été obligés de l'inventer. C'est Nominated Proof of Stake. Je vais vous expliquer. En fait, il y a deux types de contrats, Babe et Grambda. Alors, Babe, c'est le protocole de validation, on va dire standard, mais même là, vous allez voir, il n'est pas forcément standard. En fait, c'est là où les valideurs de la blockchain travaillent pour valider. Alors, il y a deux types de validation. Un, il faut détenir des tokens, avoir une puissance de calcul, bien sûr, ça je l'ai pas compté, mais un, détenir des tokens, et de deux, il y a un cycle de randomisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes 10 valideurs, mais qu'on en a besoin que de 3 pour le prochain bloc, eh ben, au lieu de punir tout le monde, on va choisir les plus gros, donc peut-être que dans ces 10, il n'y en aura plus que 5, et dans ces 5, on va randomiser tout ça. C'est-à-dire qu'aléatoirement, vous allez être exclu de la blockchain, puis remis en tant que valideur, et puis remercié bien sûr pour ça, etc., etc. Donc on a le même système qu'un proof of work, et en même temps un proof of stake avec le système de randomisation. C'est très très bon. La durée de validation est à peu près de 6 secondes, même s'ils sont pas tout à fait d'accord, parce qu'ils peuvent accélérer cette durée de 6 secondes à 2 secondes par exemple, en période de forte affluence. Le problème de la randomisation, c'est que vu que c'est décidé de façon aléatoire et extrêmement rapidement, vous imaginez bien, pour arriver à 6 secondes ou voire même à 2 secondes, eh ben de temps en temps, il y a des blocs incohérents. Pour régler ce problème, ils ont inventé Grambda, le protocole de secours. Lui, il intervient en cas de latence, d'accord, de Babe, et ou de blocs incohérents. Quand Babe n'est plus capable d'assurer les 6 secondes de validité, dans ces cas-là, Grambda arrive et bim, valide de pratiquement instantanément tous les blocs incohérents. Parce que vous savez, la crypto-monnaie, c'est ça. Il y a des valideurs. Dans les valideurs, finalement, il y a besoin d'une énorme puissance de calcul pour répondre aux problèmes donnés par la la blockchain. Une fois que le problème, par contre, est trouvé, c'est très facile par tous les utilisateurs de valider ce bloc. D'accord? De vérifier le calcul. Genre par exemple, un calcul simple, on vous dit faites 2 plus 2 dans une classe, il y a forcément un élève qui va lever la main, il va dire 4, et instantanément les autres sont capables de dire ah bah oui c'est 4, ah bah oui c'est 4, ah bah oui c'est 4. Les ordinateurs c'est encore pire. Une fois que la réponse est donnée, à même quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est très facile de vérifier la chaîne. Et du coup, Lambda vérifie en fait. C'est juste un protocole de vérification. En gros, Babe allie parfaitement le proof of stake et le proof of work, et Granda, lui, c'est le système de secours sous forme de node, sous forme de proof of stake aussi, d'accord? Et là, en cas de l'intence faible, on y va. C'est beaucoup plus rapide, et parce qu'il valide seulement les calculs de Babe. Alors, effectivement, maintenant, c'est l'heure de parler de QSM USD, donc Kusama. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un réseau expérimental. Vu que Paul Cadeau, vous avez compris que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, ils se sont créés la même chose, c'est exactement la même chose, mais au réseau
expérimental. En fait, ça sert à quoi? C'est un terrain d'essai pour les développeurs. Ça permet de gérer les mises à jour de cette fameuse blockchain, parce qu'elle est vouée à être mise à jour, d'accord, à rajouter des utilisateurs dans le cercle, dans l'utilisation, de rajouter des nouvelles parachains, de valider des nouvelles gouvernances par rapport au protocole qu'on vient de voir. Par exemple, s'il y a besoin d'en rajouter un troisième, eh ben, ils pourront le faire, elle est évolutive, d'accord, mais ça fonctionne exactement comme Polkadot. Et là, cette fois-ci, c'est qu'ils se sont dit, au lieu d'inventer quelque chose où on ne remercie pas les développeurs pour tout ce qu'ils nous font, eh ben on va inventer un token aussi inflationniste, et du coup, qui fonctionne exactement comme Polkadot, mais qui permet de faire des tests. C'est expérimental. C'est la zone de test. C'est comme si on vous proposait un navigateur. Vous êtes développeur, oui, vous avez un navigateur, mais vous avez notre série de tests qui est à cet endroit-là. Ben, c'est exactement pareil. Alors, on y va ou on n'y va pas sur cette crypto-monnaie? À quoi ça sert tout ça? En fait, ils sont quelque chose de très ambitieux, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est le Web 3.0. En fait, il faut savoir que pour le moment, on est en Web 2.0. Le Web 2.0 date d'il y a longtemps, des années 2000 en fait finalement, d'accord. Il a été mis à jour, mais on est toujours sur des protocoles relativement vieux, et ils ne permettent pas de faire une multitude de tâches. Par exemple, pour vous donner une des tâches qu'ils ne sont pas capables de faire, c'est que votre site internet il doit être optimisé aussi bien pour un ordinateur, avec un écran par exemple de 32 pouces, ok, ou de 27 pouces, et en même temps pour un téléphone portable qui a la même ou voire une meilleure résolution que votre écran de 27 ou de 32 pouces, mais qui est beaucoup plus petit. Vous voyez? Donc en fait, il faut vraiment imaginer que le Web.3, ça va répondre à trois problématiques. D'accord? Alors c'est parti. Déjà, le but du jeu du Web.3, c'est d'être sur toutes les plateformes. Au lieu de coder d'un côté sur Android, d'un côté sur Apple, un côté sur Linux et un côté sur votre navigateur, donc Windows, etc. Bah, cette fois-ci, il serait sur toute plateforme. Ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'il y a des pénuries d'adresses. Web3 le protocole répondrait au fait qu'il n'y aurait plus de pénurie d'adresses. C'est très important, bien sûr, pour continuer à développer des sites web par dizaines, tous les jours, etc. Ensuite, et justement, il y a aussi un usage à travers les objets connectés. Je m'explique. Alors d'aujourd'hui, vous avez votre téléphone avec Mozilla par exemple, et la seule chose qui est capable de faire Mozilla, c'est d'interconnecter votre téléphone quand vous allez vérifier par exemple sur Google et que vous tapez chaussures, le soir de vous le reproposer sur votre ordinateur ou voire même sur votre télé. Et si on allait plus loin? Et si on allait carrément prendre en compte les mondes connectés et tous les objets du quotidien, AirFeed par exemple, et d'autres protocoles qui ne sont pas encore possibles? Et ben ça, le Web3 répondrait à ça parce qu'il serait beaucoup plus ouvert que le Web.2. Alors maintenant, ça c'était le Web.3. Il y a rien à voir avec la crypto-monnaie. Mais si maintenant, au lieu de passer par des serveurs traditionnels, on profitait du Web.3 pour y incorporer de la crypto-monnaie. C'est le pari de Polkadot. Et ça, c'est plus qu'intéressant. Par contre, c'est extrêmement ambitieux. Alors, par contre, il n'y a pas de partenaire à vous présenter, cette fois-ci c'est seulement des levées de fonds, d'accord, qui ont été faites sur Polkadot, parce que ça date d'il n'y a pas longtemps, il y a eu des tours de table, les tours de table sont absolument monstrueux, c'est 140 millions au premier tour, ou 43 millions au premier tour et 143 millions au second tour, en tout cas il y a eu 2 levées de fonds pour le moment, et elles sont absolument monstrueuses. En même temps, pour s'attaquer au Web3, franchement, il faut avoir les reins solides. Alors c'est parti, je vous propose une petite analyse. Alors, c'est là où il faudrait faire attention, c'est que c'est mon analyse, je vais vous en proposer une, on va dire, sur quelque chose de plus standard, c'est-à-dire sur la prochaine année, donc 2021, et sur le moyen long terme. Alors, c'est difficile, vous comprenez, de se mettre sur le moyen long terme. En termes de confiance immédiate, moi je mets 3 étoiles. On va dire que c'est 3 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaquent à quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, en plus, c'est que de la spéculation parce que leur système fonctionne, mais ils n'ont pas non plus de partenaires. Leurs partenaires, ce sont ceux utilisés pendant leur première et seconde levée de fonds, et ce sont en fait finalement que des fonds d'investissement, des gros fonds d'investissement. Alors si les fonds d'investissement s'y mettent, on se dit ah oui c'est pas mal, oui mais ils ont pas, je sais pas moi, des utilisateurs traditionnels comme peut l'avoir Coin avec Samsung par exemple, d'accord? C'est pas le cas. Et en plus de ça, ils n'ont pas tout à fait de produits finis aujourd'hui.
Heureusement qu'il y a Kusama, qui lui, par contre, permet à des développeurs d'être rémunérés pour leur travail et qui va grandement accélérer la chose. L'indicateur de suivi, on va le revoir graphiquement juste après, c'est la moyenne mobile 50 journalière. Vous allez voir, elle fonctionne très bien, il suffit juste de regarder cette moyenne mobile 50 journalière et on est très bien. Et du coup, l'invalidation d'un plan acheteur, ça serait justement s'il y a une clôture hebdo sous la moyenne mobile 50 périodes. Et ça, c'est sur le plan qui peut marcher pendant un an. Ne vous inquiétez pas, on trouvera des positions ensemble. Maintenant, sur le moyen terme et long terme, l'indice de confiance baisse. Pourquoi? Parce que c'est une crypto-monnaie qui est complexe, d'accord? C'est plus du proof of stake, c'est plus du proof of work, c'est un monde entre les deux, et en plus, il n'y a pas de gros partenaires, et on s'attaque à quelque chose d'extrêmement complexe qui est le Web 3. En gros, si le Web 3, on a un besoin de Web 3 demain, alors dans ces cas-là, mon indice de confiance ne passera plus à 1, mais à 5 étoiles sur le long terme, d'accord? Mais pour le moment, c'est pas le cas. On se suffit toujours au Web 2, et le Web 3 existe déjà, mais très très peu utilisé. Donc c'est quand même dommage. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Maintenant, on va voir graphiquement qu'est-ce que ça nous donne. Nous voici donc en données journalières sur .USD, et la première chose qui choque, c'est la jeunesse de l'actif. Ça date d'été 2020 seulement. On peut voir qu'il n'y a pas eu réellement de phase de latéralisation. Celle qui date la plus vieille, c'est de mi-février, mais même là, on voit que les mèches journalières sont très disparates. C'est-à-dire que dans une journée, on est capable de faire énormément de pourcents. Donc c'est extrêmement volatile, d'accord? Là, on est à 21% sur une mèche d'une journée, donc ça peut descendre énormément. Alors oui, effectivement, vous pouvez tracer des zones, prenez-les avec des pincettes, refaites-les quand vous voyez cette vidéo, parce que quand même, elle reste absolument extrêmement volatile, d'accord, et c'est ça qui est tendu. Donc en même temps, on ne peut pas se reposer sur du chartisme, comme un triangle de compression ou quelque chose. En plus, les volumes ne nous donnent absolument rien, parce qu'il y a énormément d'échanges, c'est vraiment une lessiveuse à volume. Donc c'est pas terrible pour ça. Alors je vous rassure, KSM USD, d'accord, c'est encore pire. Elle date un petit peu plus tard, mais globalement de la même époque, et elle a vécu qu'une toute première période de latéralisation, et depuis, boum, c'est une fusée. Alors oui, en termes, elle peut intéresser beaucoup de monde, pourquoi? Parce que là on est sur du 1500%, et sur DOT, je vous en parle même pas, sans prendre le plus bas et sans prendre les plus hauts, on est à 600%. Donc c'est quelque chose de très intéressant. On voit qu'il y a un pourcentage absolument énorme, phénoménal, mais et finalement il fallait peut-être plus avoir une croyance sur cette crypto-monnaie sur le long terme, plus quand elle était sortie. Aujourd'hui, si on se base, il y a quand même un indicateur qui nous sert, c'est la moyenne mobile 50 périodes. Vous pouvez voir qu'elle réagit, elle provoque des réactions. Jusqu'ici, les mèches étaient vraiment très violentes, et puis quand la moyenne mobile arrive, finalement les mèches vendeuses sont un petit peu moins, et ça réagit comme un actif traditionnel, c'est-à-dire que quand il y a une clôture en dessous, on a du mal à la reconquérir. Donc ne pas se précipiter sur cet actif me semble être une bonne solution. Soit attendre les 28 et voir ce qui se passe, mais je vous rappelle que moi ce que je vous donne, c'est qu'en clôture mensuelle, enfin hebdomadaire, pour moi il n'y a pas de moyenne mobile 50 périodes. Tout simplement parce qu'elle n'est pas calculée, d'accord? Donc c'est rigolo, mais en même temps, moi je pense que ça va être un petit peu le nerf de la guerre à suivre. Pour le moment, elle n'existe pas, mais vous inquiétez pas, elle va arriver. On est sur la même chose sur notre ami KSM, sauf qu'elle a été touchée la dernière fois en 13 janvier, et depuis pas testée. Donc en fait on voit que KSM a plus une tendance haussière que DOT. Et finalement, ça me paraît être un petit peu logique, parce que KSM a réellement un système. Certes c'est un système de test, mais il rémunère déjà des développeurs pour travailler sur DOT. Donc si on a une vision un petit peu pragmatique de la chose, on peut imaginer que les gens utilisent KSM aujourd'hui, ce qui me paraît être totalement normal, ok, pour féliciter les développeurs qui l'utilisent, et puis après, forcément, une fois que ce développement va être fonctionnel, si le Web.3 montre le bout de son nez et qu'on décide de l'utiliser, pour le décider en fait, ce sera pas juste une décision administrative, ça sera vraiment une décision de tous les jours, c'est-à-dire, ah oui, en fait, DOT, c'est la solution, on a un besoin véritable de connecter toute notre plateforme instantanément grâce au protocole Web3, et du coup, pourquoi ne pas ne superposer de la crypto-monnaie? Est-ce que le monde est prêt? Est-ce que c'est la solution du futur? À vous de voir. En tout cas, moi, cette année, je vais clairement regarder KSM et je vais clairement me positionner sur DOT, sur des unités de temps plutôt 2-3 mois, et de façon assez facilement. Et maintenant, on va pouvoir suivre ça dans les arcades.
Allez, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et de votre capital.